Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association en compagnie de Serge pour l'émission Libre Expression. Émission dans laquelle je reçois les partis politiques, les syndicats, les associations et toutes les personnes qui veulent bien s'exprimer librement sur les 100.7 de Radio Asso, la radio qu'il vous faut. Ce soir, un invité. Il s'agit de Lucien, un salarié du groupe Mecachrome. Et accompagné de Jean Sermet, qui peut-être interviendra au cours de cette discussion. Lucien et Jean, bienvenue sur les 100.7 de Radio Association. Comme je l'ai indiqué en préambule, Lucien, vous êtes employé chez Mecachrome. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la nature de l'activité de cette entreprise ? Alors, Mecachrome, c'est une entreprise qui fait, en tout cas à Toulouse, qui est un sous-traitant aéronautique, qui fait aussi dans l'automobile, qui est aussi dans le médical, qui est assez diversifié. Hein. Mais à Toulouse, c'est essentiellement de la sous-traitance aéronautique. Si j'ai bien compris, cette entreprise travaille pour l'aérostructure, oui, c'est ça ? Spécialisée dans l'usinage et l'assemblage ? Pas que. On fait usinage, assemblage, chaudronnerie, peinture. Ouais. C'est une société qui est vaste. Oui. Mecachrome aussi possède plusieurs filiales en France et dans le monde. Canada, Maroc, Tunisie et Portugal. Vous qui êtes sur Toulouse, quelles sont les pièces que vous fabriquez ? On fait des pièces... en fait, on est sous-traitant Airbus, on est soutraitant aéronautique, mais on peut dire qu'on n'est pas une filiale, mais quasiment... ou plutôt une filiale officieuse, puisque 80%, 90% du boulot qu'on tombe, voire même 98%, c'est Airbus. On ne travaille que pour eux finalement. Alors c'est quelle pièce vous fabriquez pour Airbus là ? C'est divers et varié. C'est pour la 320 Neo par exemple, c'est pour voilà quoi, c'est des tas de pièces. Aéronautique qu'on monte, c'est divers et varié, quoi. Ça va un peu partout. Depuis la crise du Covid, on sait que l'aéronautique se porte pas très très bien. Vous, en tant qu'employé, est-ce que vous partagez cette analyse ? Enfin, moi, je sais pas. Enfin, depuis le Covid, on reprend du boulot, on a du boulot jusqu'aux oreilles. Hein. Oui. En tout cas pour le site Mecachrome. C'est bien reparti, quoi. Ah oui. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je travaille en équipe depuis plus de 9 mois environ. En 8, ils ont fait rentrer des intérimaires, des prestataires de services, et la tendance ne va pas s'inverser. Et à Toulouse, vous êtes combien d'employés ? En tout cas, il y a environ 140 personnes. 140 personnes. Ouais. Autant d'hommes que de femmes, ou alors c'est plutôt masculin comme métier ? C'est plutôt masculin, ouais. Il y a quelques femmes quand même qui... Oui, il y a quelques femmes, mais en fait, il y a 50 personnes en tout. Mais la bonne moitié, c'est des ouvriers. Il y a les femmes que vous avez à Mecachrome, ça c'est souvent des trucs dans l'administration ou enfin plutôt dans les bureaux. On a très peu dans les ateliers. Alors là, vous prononcez un mot qui est important, ouvrier. On l'entend de moins en moins, ce mot. Vous prononcez ce mot ouvrier, est-ce que pour vous, ça a une connotation particulière de dire « je suis un ouvrier » ? D'abord, moi, je n'ai pas honte d'être un ouvrier. Parce que quand à la télé, dans les médias, ils disent que la classe ouvrière, ça n'existe plus. Faudrait peut-être expliquer à ces gens que les routes, les bagnoles, les avions, c'est des gens qui les fabriquent. Ouais. C'est pas des petites fées. Ouais. Et techniquement, ça s'appelle des ouvriers. Oui. Voilà. Parce qu'on a tendance maintenant à dire employé plutôt qu'ouvrier. Donc vous tenez au terme ouvrier. Hein. Enfin, j'ai pas un fétichisme de ce mot, mais on faut pas se voiler la face. On est des ouvriers. Si ma question n'est pas indiscrète, pouvez-vous nous révéler votre salaire ? Moi, en 11 ans, je suis à un salaire net, mais à 1650. 1650 euros. Ouais. Après avoir parlé un peu de votre entreprise et de ce que vous réalisez comme travail au quotidien, si je vous ai invité, c'est pour parler aussi du mouvement de grève qui vient de toucher Mecachrome. Mouvement très peu médiatisé. Oui. Vous pouvez nous en parler ? Oui. Et le pourquoi aussi ? Disons que chaque année, il y a des négociations NAO. NAO, c'est-à-dire des négociations annuelles obligatoires. D'accord. C'est-à-dire que la boîte est obligée de vous augmenter. De discuter, quoi. Et de discuter.
Et il se trouve que ça fait quand même plusieurs années que nous n'avons pas eu ce genre d'augmentation collective. Donc chaque année, vous n'avez rien. Oui, oui, depuis au moins 4 ou 5 ans, on peut avoir plus même. Hein. Voilà, donc les gens qui travaillent dans les ateliers ont été comment dire, un peu remontés parce que ça commence à bien faire. On a pu constater le coût de la vie, l'inflation, qui était à 4% à ce moment-là, mais qui est parti pour augmenter. Bon, les denrées alimentaires, les factures, il y a tout qui augmente sauf nos salaires. Parce que vous êtes sur place, vous habitez sur place, ou alors vous déplacez, la majorité des salariés, ils sont où? Ils habitent où? Tout autour du Grand Toulouse. Hein. Oui. Moi, j'habite à l'autre bout de Toulouse. Hein. Ouais, donc ça fait des frais de déplacement, quoi. Oui. Avec l'essence qui a augmenté, donc. Oui, l'essence qui a augmenté, toutes ces choses-là. Je précise au passage que quand on parle d'écologie, des choses comme ça, qu'on encourage les gens à prendre les transports en commun, moi, de chez moi, porte à porte à l'entreprise où je travaille, je mets 1h20 en transport en commun. En voiture, je mets un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. À vous entendre, ces entretiens annuels ne servent à rien. Ben oui, enfin, en général, c'était les syndicats qui s'en occupaient. C'était toujours les discours, on s'occupe de tout, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, on va avoir des augmentations. Et chaque fois, on n'avait rien. Donc, cette année... Et les syndicats, ils justifiaient comment cette stérilité des entretiens? Ils disaient, ils n'ont pas voulu, ils sont ci, ils ont des blocs dans les poches, etc. Comme d'habitude. Hein. Mais disons que voilà, la tension m'a monté depuis quand même quelques années. Hein. On commençait à trouver pas tellement normal que l'entreprise fasse des bénéfices et que nous, on n'est que dalle. Quoi. Parce que vous pouvez dire le montant des bénéfices de Mecachrome, si vous l'avez en tête. Non, je ne l'ai pas en tête, mais ça se mesure à coût de millions. De plusieurs millions, oui. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des actionnaires dans ce groupe. Ah oui, c'est très important, les actionnaires. Et eux sont augmentés? Probablement, en tout cas plus que nous. Oui. Voilà. D'accord. Vous avez dit 1650 € net, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages que vous avez au sein de ce groupe? Parce qu'on parle beaucoup de filiales, on dit qu'il y a des avantages chez Airbus, chez les employés d'Airbus, mais vous, est-ce que vous avez les mêmes avantages que les employés d'Airbus ou pas? Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Non, si on a quand même un 13e mois, il ne faut pas non plus... voilà. À un moment donné, on avait des primes à la participation, on les a plus, ont disparu mystérieusement, on ne sait pas pourquoi, pourtant ils font des bénéfices. Hein. Voilà. Voilà, bon, les gens, voilà, c'est toutes les choses qui pouvaient améliorer un peu notre quotidien, nous arranger un peu la vie, on nous les supprime. La tendance va vers ça, quoi. Ouais. On peut dire que vous n'êtes pas des nantis. Oh non, pas du tout, non, pas vraiment. Ouais. Parce que, est-ce que vous pouvez décrire une journée? C'est quoi? C'est à la chaîne? Comment vous travaillez là? Comment ça se passe? Alors, moi je vais expliquer ce que moi je vis. Oui, allez-y. Parce que c'est pas forcément pareil pour tout le monde. Pour tout le monde. Hein. On reçoit des pièces, environ des petites séries, d'environ 8-10 pièces, qu'on doit régler, qu'on doit façonner, qu'on doit... Voilà, et qui sont contrôlés et qu'il faut les faire à la pine de mouche. Je précise qu'on travaille au 10e. Ouais. Hein, il y a des pièces qui sont à coût de 2 dixièmes, partout. Ouais. Donc c'est de la haute précision. Ah oui. On fait du travail d'orfèvre. Hein. C'est du vrai boulot d'horloger. Hein. On est dans un truc... Ouais, donc voilà. Quand vous dites ouvrier, vous êtes au-delà de l'ouvrier, quoi. Oui, enfin, moi je sais pas comment, moi je dis ouvrier, quoi. Mais voilà, c'est du travail de haut niveau. Ouais. On considère qu'on n'est pas payé en conséquence. Et même mieux, notre travail est dénigré. Voilà. Ça a tendance à nous foutre un pétard. Vous avez fait des études spécialement pour ce métier ou vous avez appris au fil des années? Moi, à l'origine, j'étais toujours dans la métallurgie, mais pas dans l'aéronautique. L'aéronautique, j'y suis arrivé par hasard, quoi, il y a quelques années. Donc vous avez appris votre métier sur le tas. Ouais. Vous faites les 2-8, c'est ça, hein, vous m'avez dit, hein? Oui. Ouais, okay, alors, le matin, ceux qui sont du matin, ils commencent à 6h, finissent à 13h, avec une demi-heure de pause, tous les jours de la semaine. La semaine suivante, on fait 13h, 20h, avec des pauses, avec une pause d'une demi-heure.
sachant qu'avec cela, on peut nous demander de faire des heures sup, même en faisant les 2-8. Donc là, les gens maintenant sont fatigués et on commence à nous demander des heures sup. Et là, non, là c'est pas Et vous possible. travaillez 7 jours sur 7? Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, donc le samedi, dimanche au repos. Hein. Oui. D'accord. Mecachrome a des filiales un peu partout en France et particulièrement, ils viennent de signer un accord de rachat à Montauban. Ils rachètent l'entreprise Farella, c'est ça? Oui. Oui. En rachetant ce groupe, quel est l'objectif de Mecachrome? Toujours pareil, de la sous-traitance pour grossir un maximum. Vu que j'imagine qu'Airbus veut traiter avec les plus gros sous-traitants. Donc voilà, plus c'est gros, mieux c'est. Et Farella, moi c'est une boîte que je connais très mal. Hein. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font là-dedans exactement. Hein. Donc voilà. On ne va pas en parler de ça. Donc Non, parce que de toute façon, si ça se trouve, ils font pas que de l'aéronautique. C'est divers. De toute façon, Mecachrome, c'est une entreprise qui a des activités diverses et variées. Bon voilà, je ne vais pas parler de Farella, je peux pas. Voilà, faudrait trouver quelqu'un qui travaille. Ouais. Revenons à notre sujet pour lequel vous êtes ici, la grève. Parlez-moi un peu de ce qui s'est passé. Alors on a entamé notre grève mi-avril, oui. Et on l'a fini fin mai. Oui, donc pratiquement un mois et demi, 2 mois. Oui. Et en tout, c'est un mouvement qui a duré tout ce temps-là. En tout, on peut compter 12 jours de grève chômage. Quels sont les éléments déclencheurs de cette grève? Bon, ça a été pour les négociations NAO. Comme on avait d'abord les syndicalistes de la CGT nous ont convoqués pour parler de la situation. Parce que il y a plusieurs syndicats ou il n'y en a qu'un? Il y en a deux. Il y avait la CGT et la CGC. Et pour les cadres. Ouais, et la CGT, bon, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on en pensait, parce que comme chaque année, les négociations c'était tout le temps niette, et on repartait comme... Bon, là, on leur a expliqué aux syndicalistes que cette année, il faudrait quand même avoir une vraie augmentation, parce que ça commence sévèrement à nous casser les pieds. Hein. Donc, on a expliqué le topo aux syndicalistes, qu'il faudrait aussi favoriser les gens, parce qu'il y a des gens qui ça fait des années qu'ils travaillent et qui sont toujours au SMIC. Alors on avait proposé, il faut faire un talon de 200 € pour au moins compenser, pour favoriser les salaires les plus bas. Vous pouvez expliquer le talon? C'est-à-dire une augmentation garantie pour les salaires les plus bas. C'est-à-dire nous on voulait 200 €. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont au SMIC et qui travaillent là depuis plus de 10 ans, voilà, ils auraient une augmentation de 100 € et 7% d'augmentation. Il y a des gens qui touchent que 1300 € net au SMIC à peu près? Ah oui. Oui, d'accord. Oui. Donc vous êtes au-dessus. Ah oui, mais je ne suis pas non plus le plus haut. Oui, non, mais d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y en a encore qui sont plus mal lotis que... Voilà. Hein? Comment ça s'est passé? Donc on a expliqué les choses. Les syndicalistes avaient l'air quand même assez étonnés qu'on soit aussi remonté, qu'on était remonté comme des pendules. Donc voilà, le temps passe, on a eu un autre appel à une assemblée générale d'info. Et la direction nous avait proposé, si je me souviens bien, 2% d'augmentation avec un talon de 50 €. Le compte n'y était pas. Ça nous a pas convenu. Les autres syndicats des autres sites avaient créé une intersyndicale et proposé un autre truc, un peu mieux, mais ça ne nous convenait toujours pas parce que le compte n'y était pas. Donc on en a discuté. On a convenu que l'intersyndicale des autres syndicats était un truc complètement bidon, qu'on allait de toute façon, comme d'habitude, rien avoir du tout. Hein. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait cavalier seul. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Parce que si c'est avec les autres syndicats, on ne va rien avoir. Si on est seul, même si on n'a rien, au moins on fera ce que nous on veut. On fera les revendications que nous voulons et comme on veut. Vous abordez un point qui est important, c'est le rôle des syndicats en France. On s'aperçoit que de plus en plus il y a de conflits qui naissent et les syndicats sont complètement dépassés par la base. C'est ce qui s'est passé chez vous? Ils étaient...
au sein de la CGT, comment s'est déroulé le syndicat, la grève, je ne suis pas certain qu'ils étaient tous partants pour faire les modalités qu'on a utilisées pendant ce temps de grève. Hein, je ne suis pas sûr que tous ceux de la CGT, et puis de toute façon, ils étaient autant novices que nous pour ce genre de grève. Hein. Ensuite, les autres syndicats, je ne sais pas si je vais en parler maintenant ou un peu plus loin dans l'entretien, mais bon, ils ont quand même joué un rôle de démineur de tension sociale en signant, On peut citer qui c'est qu'il y avait comme syndicat. Il y avait Force ouvrière, CFDT, CFTC, plus l'UNSA, je ne sais pas quoi là. Voilà. Pas la CGC, justement, parce qu'ils se sont montrés. De toute façon, le mec, il est tout seul. Ouais. Il se montrait, il était plutôt correct. Voilà. Vous confirmez ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les syndicats dépassés par la base. Si il faut s'attendre à s'en remettre au syndicalisme officiel, quand je dis syndicalisme officiel, c'est-à-dire les syndicats sérieux, reconnus, qui se présentent aux élections professionnelles, qui ont des subventions de l'État, qui peuvent avoir, s'ils sont bien avec la direction, comment on dit, qui sont casés, quoi. Ouais, qui sont casés. Enfin tout ça, voilà quoi. Eux ils vont pas mordre la main qui les nourrit. Hein. Faut le comprendre quand même. C'est grave quand même. Là, non, mais vous savez, vous parlez à n'importe quel ouvrier de l'aéronautique, chez Airbus ou chez la TECOR ou tout ça, ceux qui ne sont pas syndiqués, ils vous diront, même s'ils l'ont pas, s'ils l'ont pas analysé de façon super sophistiquée, ils vous diront plus ou moins la même chose que moi. Hein. Le syndicalisme à notre époque, c'est de l'accompagnement des décisions de la direction, c'est des partenaires sociaux dans le vrai sens du terme. C'est la direction, voilà. Donc ils sont phagocytés, quoi, un peu. Oui, un peu, voilà. Ouais. Parce que on va en parler de comment ça s'est passé cette grève. Oui, justement, vous êtes là pour ça. Hein. Parce qu'à la fin de la grève, quand la direction a proposé les 3,3% d'augmentation et les 65 € de talon. Alors que vous demandiez, je répète, 7% et 200 €. Hein, ce qui fait à peu près 2500 € à l'année, si je compte bien. Oui, à peu près, hein, par individu. Oui. Et donc, des syndicats, les collègues, parce que les autres sites Mecacrom se trouvent essentiellement dans le nord de la France. Hein. Notamment ceux d'Amboise, qui ont entendu parler qu'on était en grève, ont demandé des renseignements à Force ouvrière. Force ouvrière a fait de la rétention d'informations. Donc voilà, ça déjà c'est inacceptable de la part de syndicalistes. Donc il y a quand même eu un petit mouvement de grève à Amboise, pas grand-chose, pas comme nous, mais c'était sur la fin. Là je parle de la fin de la grève. Un autre truc, c'était les collègues de Nantes. Il y en a certains d'entre eux qui sont dépêchés à Airbus Saint-Nazaire et qui l'ont appris par les ouvriers d'Airbus de Saint-Nazaire, qu'on était en grève. Parce que sinon, au sein de l'entreprise, ils n'étaient pas au courant. Donc il n'y a eu aucune cohésion entre les différents sites et les différents ouvriers, quoi. Non seulement il n'y a pas eu ça, mais l'accord signé par les syndicats qui a été fait, c'est pas avec la CGT, ça a été fait en catimini par les gens comme Force ouvrière ou la CFDT, et puis qui ont mis devant le fait accompli les ouvriers de là-haut. Hein. Ouais. Voilà. Et qui ne sont pas implantés à Toulouse. Non. Hein. Et ils ont le culot quand même de dire la démocratie a gagné. Qu'ils aillent se faire foutre avec leur démocratie. Voilà. Oui. Donc on vous sent très, très remonté et en colère. Mais ça ce genre de procédé, moi je suis en colère parce que je l'ai vu. Mais c'est le genre de procédé du syndicalisme moderne. Faut pas déconner, quoi. C'est-à-dire négocier sur le dos des employés. Plus ou moins. Des ouvriers. Plus ou moins. C'est votre cas. Oui. C'est votre cas. Puisque ça, si je comprends bien, ça a été négocié par des syndicats qui n'ont pas pignon sur votre société à Toulouse. En plus, oui. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Hein. À Toulouse, il n'y a que la CGT et la CGC. C'est tout. Et donc, ils ont revendiqué une victoire qui ne leur revient pas du tout. Parce que cette augmentation qu'il y a eu, c'est une augmentation qui a été répertoriée sur tout le groupe, non? Bien entendu. Oui, c'est une augmentation de groupe, et non pas simplement chez vous. Hein. Voilà. Donc, parce qu'il faut rappeler quand même, tout à l'heure je disais 2500 €, ce qui fait à peu près 200 € par mois d'augmentation. Donc par rapport au profit que font Mégachrome, ce n'est pas quand même énorme. Hein. Donc c'était des demandes réalistes. Comment s'est terminée cette grève et vous personnellement, comment l'avez-vous vécu?
Bon, ouais, là on fait un peu vite. Non, allez-y, reprenez le fil de la conversation. Donc oui, on avait fait la grève, comme on s'était, bon, on se doutait bien que la direction n'allait pas lâcher. C'est là où on a décidé, enfin les syndicalistes ont proposé de faire des grèves à coup de 3 heures pour les équipes du matin, de journée et de l'après-midi. C'était des grèves tournantes. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une grève, vraiment une vraie grève tournante. C'est parce qu'en fait, que j'explique un peu, mis à part l'arrêt de travail, les grèves perlées, les grèves, toutes sortes de grèves qui peuvent, la plupart sont interdites. Et nous, c'est-à-dire interdites. Les grèves perlées, par exemple, c'est interdit. Les grèves du zèle, c'est interdit. Des choses comme ça. En tout cas, de ce que les syndicalistes nous ont expliqué. Oui, ça c'est la version des syndicats. Ouais. Ça. Oui. Et donc du coup, le seul truc qu'on avait le droit, c'est de faire de l'arrêt. Et éventuellement faire des grèves surprises. Mais là aussi, je pense que les syndicalistes n'étaient pas forcément tous d'accord sur ça. Donc voilà. Où c'est que j'en étais? Oui, on a fait la grève à coup de 3 heures. On a fonctionné, ça s'est fait plus ou moins naturellement en AG souveraine. Voilà, que même les syndicalistes, même la CGT devait s'y plier, qu'ils le voulaient ou non. C'était vraiment un truc où on leur a fait comprendre que les décisions sont collectives et terminées. Parce que vous réunissiez en assemblée? En assemblée générale, souveraine et décision. Et vous aviez un local pour vous réunir ou c'était devant l'usine? Devant l'usine, mais des fois on se réunissait dans un des réfectoires quand il faisait mauvais. Il y avait des piquets de grève ou pas? Oui. Oui. Non. Oui, il y avait piquets de grève. Et vous avez été menacé de justice? Non. La police est intervenue? Non. Non, pas du tout. Non. Ça n'a pas été jusque-là, quoi. Ça n'a pas été jusque-là, mais ça aurait pu. Ouais. Et on a fait quand même, pour pouvoir tenir, parce qu'on s'est quand même organisé, enfin on a essayé de s'organiser quand même, de créer une caisse de grève, parce qu'on savait qu'on allait perdre de l'argent. Et puis d'essayer de contacter les collègues du nord de la France. Déjà dans un premier temps, on n'a pas pensé à nos collègues étrangers. On n'a pas réussi, à part la fin, là, tout ce que j'évoquais tout à l'heure, à Nantes, Amboise, Sablé, où les gens n'étaient pas au courant, et que bon, voilà. Quoi d'autre? Oui, vous parliez des collègues hors France, c'est-à-dire des gens que je citais tout à l'heure, Canada, Maroc, etc. Eux, encore moins. On n'a pas réussi à contacter les Français, des autres régions, eux, encore moins. Je sens dans vos propos vraiment de l'amertume, du regret, un peu d'écœurement, quoi. Parce que, bon, déjà, on les a quand même bien fait chier, ça faut le dire. Ils ont fait le tour des ateliers en parlant, en disant qu'on était en train de couler la boîte, de reprendre le boulot, et blablabla, et blablabla. Bon, on leur a expliqué que quand même, leur proposition d'augmentation, ils se foutaient de notre gueule, et que ça ne nous plaisait pas du tout. Oui. Et que le mouvement allait continuer. Et là, vous aviez affaire au grand patron, Christian Cornille, c'est ça? Non. On a eu le directeur d'usine qui est passé, avec le directeur de production, je me vois, il a fait un peu les sous-fifres, quoi. Voilà, Christian Cornille, on ne l'a pas vu. On a essayé de tenter de l'interpeller, un des syndicalistes a tenté de l'interpeller, mais bon... Qui est considéré comme un patron assez dur. Ouais, mais enfin bon, après, il n'y a pas que Christian Cornille qui est dur. Hein. Oui. De toute façon, un patron, c'est un patron. Hein. Il fait ce qu'il a à faire et puis c'est tout, quoi. Oui. Nous, on est des ouvriers. Si on estime qu'on se fait léser dans ces histoires-là, on n'a pas 36 solutions non plus. C'est comme ça que ça... On peut raconter des tas de choses au niveau social, des choses, dialogue social et compagnie, mais le problème, le truc, c'est qu'on en revient toujours à ça. L'intérêt de la direction n'est pas forcément le même intérêt que celui des ouvriers. En général, c'est jamais le même. Oui, mais le dialogue social n'est pas directement avec les ouvriers, mais les syndicats. Donc si vous êtes trahi par les syndicats, il n'y a plus de dialogue social. Bah oui. Il n'y a pas de dialogue social, quoi. Si on leur fait une confiance aveugle, oui, et on se fera toujours léser. Pour cette grève, vous avez récolté quand même des fonds, ça a donné quand même? Oui, on a quand même récolté un peu d'argent, qu'on est en train de redistribuer aux collègues.
Vous pouvez dire la somme ou pas? Pas grand-chose, hein, environ 7000 euros. Hein. Oui, bon, ouais. Et là, ce sont des gens des usines extérieures qui ont donné ou... Ouais, c'est un peu beaucoup de monde, de personnes d'horizons divers. Hein. Bon, déjà, on a fait du battage. Hein, et on a eu tous les autres syndicats qui sont venus, enfin des syndicats hors de la boîte, des autres CGT, des partis politiques, des associations, les Gilets jaunes, qui nous ont quand même soutenus un peu, qui sont venus à nous piquer à nos AG, qui nous ont filé un peu de fric dans notre caisse de grève. Il y a aussi des particuliers qui nous ont donné de l'argent pour nous soutenir. On a fait du battage, on a passé ça sur Internet, un peu partout. Oui. Il y a eu quand même un peu de médiatisation, mais si je comprends bien, c'est resté local. Oui, enfin, moi, on a tenté un peu au-delà quand même. Hein. Sur la presse locale, c'est paru Il y a eu quelques petits trucs sur la presse locale, mais moi, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mais vraiment pas grand-chose. Après, sur des partis politiques, il y a Lutte ouvrière qui avait fait une petite brève sur nous. Et on a été soutenu par ce groupe Révolution Permanente. Donc on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde avec ces filles. Quand vous dites que des politiques sont venus, des syndicats, c'était plutôt de la récupération ou alors c'est pour... Non. Ça n'allait pas au-delà. Moi, je vais quand même dire les choses telles qu'elles sont. Enfin, moi, à titre personnel, je suis militant anarcho-syndicaliste. Hein. Oui. Donc je connaissais les choses, plus ou moins. On suggérait que faire venir... de faire de la publicité parce que sinon on allait se faire bouffer et essayer de faire des liaisons avec en priorité avec les collègues de boulot du nord de la France parce que sinon on n'allait pas aller loin. Donc on a essayé de tenter, ça n'a pas été une réussite et on a fait de la publicité vers d'autres groupes politiques à travers la France, sur Paris, même jusqu'en Équateur, un groupe anarchiste équatorien qui a publié la photo de nous autres en grève. Donc voilà. Oui. Et donc, ça n'a pas donné grand-chose, quoi. Ça n'a pas donné grand-chose. Si, ça a donné quand même un petit peu, mais bon, ça n'a pas été non plus la grande révolution, quoi. Je suppose que quand vous parlez de syndicat, c'est la CNT, non? CNT. Comment vous êtes perçu par rapport aux syndicats traditionnels? Comme un groupe politique, hein, plus que des syndicalistes. Mais bon, enfin, on s'en fout parce que quand même, en même temps, il faut la lutte dans une entreprise au niveau par rapport à ce cas-là, par exemple, il y a quand même une part de politique. C'est parce que si les gens ils font des bénéfices à millions et qu'ils ne veulent pas nous augmenter, c'est que c'est une politique, ça. Hein. La politique, elle est partout. Et vous avez eu cette discussion avec les gens qui représentaient la direction? Oui, vous faites des bénéfices, vous payez des actionnaires et nous, vous ne donnez rien. Oui, mais... Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ouais, de toute façon, des fois, je me demande si est-ce bien utile de le leur dire, parce que chaque fois qu'on le leur dit, on dit oui, mais c'est comme ça que ça marche, c'est la loi du marché, etc., etc. Ouais, mais bon, on parlerait, je sais pas si... On parlerait à un mur, ça serait plus facile presque. Quoi, hein, voilà. Cette attitude de la direction est une attitude méprisante et un peu humiliante pour vous. Ouais. Voilà, c'est comme je disais à l'instant, hein, les intérêts des salariés et des directions patronales, voilà, c'est pas les mêmes. En définitive, vous avez obtenu combien? 65. 65 euros. Dans le compte n'y est pas. Et alors vous avez repris le travail, bon gré mal gré, quoi. Oui, on a repris le travail, mais je vous avoue que c'est pas comme avant, hein, parce qu'on a repris le travail, mais quand on palpe un peu l'atmosphère, il suffit que la direction fasse une connerie, dise une connerie, ça peut repartir. Vous sentez les gens aigris un peu? Un peu. La totalité des employés ou alors c'est juste une petite partie Disons que si, c'est la totalité des employés quand même. Voilà. Je précise qu'il y avait des gens qui faisaient jamais grève qui ont fait la grève quand même. Hein. Donc l'amertume est liée. Et la CGT, alors ils vous disent quoi? Reprenez le travail, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait la grève, le dernier jour de grève, il y a eu des votes, et il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont abstenus.
parce que probablement qu'ils voulaient continuer la grève, mais bon, il y a la finance qui ne suit pas, et il y en avait une partie qui voulait reprendre, et une autre partie qui voulait poursuivre. Donc ça s'est retrouvé de façon équilibrée. Donc dans des cas comme ça, il vaut mieux reprendre le boulot. Mais bon, on a repris le boulot, mais un peu à reculons. Personnellement, qu'est-ce que vous en tirez, vous, de cet événement-là? De cet événement, moi je pense que de cet événement, ça a confirmé ce que je savais, je pensais déjà. Déjà, la direction, elle n'allait pas lâcher, et qu'il fallait, il fallait pouvoir se battre. Toujours est-il qu'on était tous plus ou moins novices dans des grèves aussi longues que ça. Moi je n'ai déjà eu fait des grèves, mais bon, d'aussi longues, c'est la première. Voilà. Et puis bon, j'ai oublié de dire qu'au site de Mecachrome Toulouse, ce mouvement, cette grève, parce que ça avait quand même l'allure d'une grève d'action directe. C'est pas l'action directe, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout poser des bombes comme un groupe terroriste du même nom. Des années 70. Oui. Et c'était, Il y avait une certaine violence qui montait chez les employés ou pas? Vous en êtes arrivé là? Non, mais il y avait quand même de la rancœur vis-à-vis de la direction. On était amer par rapport à la direction, voilà. Il n'y avait pas de la violence, faut pas déconner non plus, mais il y avait quand même Cette grève qui a duré un mois et demi, voire 2, est-ce que vous pensez qu'il y a une cohésion qui est née et une solidarité entre chacun des employés? Dans ce genre de grève, comme je vous l'ai dit, on était tous novices, on a appris des tas de choses, même moi. Comment s'organiser, comment être de toute façon, dans ce genre d'action, les gens apprennent beaucoup. Les gens apprennent beaucoup, puis on ne voit pas les collègues de la même façon qu'avant. Et puis on sait ce que l'un pense, ce que l'autre pense, voilà. Donc il y a quand même un lien un petit lien qui s'est quand même forgé pendant la grève, quoi. Ça a mis les choses, Dans les années antérieures, on parlait de lutte de classe. Est-ce que vous pensez que ça a disparu, ce terme? Non, ça pas du tout. On y est en plein, là. Oui. On y est en plein. Oui, mais je veux dire que c'est structuré autrement, quoi. Voilà, c'est tout. Ça se présentait de la même manière. Le truc qu'il y a, c'est que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, ne se sentent pas prolétaires, ne se sentent pas... parce que pour beaucoup de gens, un prolétaire, c'est forcément un ouvrier en col bleu. C'est pas forcément ça. Ça n'a plus la même signification. Oui, puis voilà, quoi. Puis les gens, ils n'aiment pas... parce qu'il y a un côté quand même un peu... pas dégradant, mais quand même un peu, ouvrier, c'est sûr que c'est ouvrier, c'est pas grand cadre d'une grande entreprise qui fait des millions. Ouais. Voilà. Et vous pensez, on va faire peut-être un peu de philosophie, mais que justement ce terme ouvrier a été effacé du langage, justement pour éviter que cette cohésion qu'il y avait avant entre les ouvriers? Je pense aussi un peu en partie, oui. Ouais. Parce que dans les temps anciens, il y avait quand même il y avait une solidarité qu'il n'y a plus maintenant. Il y avait une solidarité, une identité, ouvrière. Si j'aime pas trop ce mot, mais il y avait quand même un truc... là, on vit une société où tout le monde est individualisé, tout le monde est... Et voilà, quoi. Et puis, c'est chacun se regarde son nombril. Et il n'y a pas on ne veut surtout pas apparaître dans un truc qui paraît désuet, alors qu'on y est en plein, que ça existe toujours, qu'on le veuille ou non. Nous arrivons au terme de cet entretien. Lucien, est-ce que vous avez d'autres précisions à nous apporter que vous avez oublié de dire? Il y a des trucs. Je pense que j'ai... Allez-y, profitez-en, vous avez l'antenne qui est ouverte, dites ce que vous avez à dire. Ce que je dis, ce que je répète, parce que ça a été dit, c'est que cette grève, ça a été fait quand même, ça a été une grève d'action directe, et que même les syndicats, ils ont été obligés de se plier à nos décisions, la décision des grévistes, des grévistes syndiqués ou pas syndiqués. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'on a renoué avec une vieille tradition de ce qu'a été le syndicalisme originel. C'est-à-dire un truc qui est proche de l'anarcho-syndicalisme. Ça ne plaît pas peut-être à certains syndicalistes sérieux, mais c'est comme ça.
Vous pouvez expliquer pour les novices anarcho-syndicalistes? Peut-être que Jean va nous... L'anarcho-syndicalisme, disons, à l'origine du mouvement ouvrier, disons, c'était le syndicalisme originel, comme tu disais, qui se posait là, qui disait qu'en fait, qui mettait en application un des principes de la première internationale, qui disait que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et donc les travailleurs devaient prendre en charge leur propre lutte, donc en refusant de confier à d'autres le soin de les défendre, ce qui est un petit peu aujourd'hui le cas des syndicats, puisque les syndicats affirment représenter les travailleurs, la classe ouvrière, et vont la défendre à leur nom, mais sans le plus souvent leur demander ce qu'ils en pensent, etc. Alors que là, ce sont les travailleurs qui prennent en charge eux-mêmes leur défense. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que cette lutte, donc l'anarcho-syndicalisme se pose un objectif final qui est donc la transformation de la société dans un sens, je dirais, libertaire, un sens anarchiste. Et en fait, ce qui veut dire... et ça, ce sont les deux choses. C'est-à-dire que d'une part, on va défendre les travailleurs, les intérêts immédiats des travailleurs, dans des augmentations des salaires, des améliorations des conditions de vie, etc. Mais en même temps, on lie cet objectif avec ce but final qui est donc la transformation de la société. C'est-à-dire que ce sont les deux choses qui sont indissolublement liées. Alors que dans le syndicalisme aujourd'hui, tel qu'il est conçu, le syndicalisme se réserve exclusivement le soin de défendre les intérêts des travailleurs, les intérêts matériels des travailleurs, et c'est les partis politiques qui, eux, vont défendre donc les intérêts à long terme, la transformation ou pas de la société. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes depuis qu'il y a eu la charte d'Amiens. Alors que pour les anarcho-syndicalistes, on peut dire que la CGT, par exemple, jusqu'en 1907, était anarcho-syndicaliste, et en ce sens les gens disaient on défend les intérêts immédiats des travailleurs et en même temps on se bat pour transformer la société. Et donc, alors que maintenant, c'est deux choses totalement différentes. C'est ça un petit peu l'objectif. Et alors, les grandes valeurs de l'anarcho-syndicalisme, c'est d'une part la solidarité, ce que les travailleurs de Mecacrom ont retrouvé un petit peu à travers leur lutte, puisque c'est en s'unissant et en discutant ensemble, en agissant ensemble, qu'ils ont essayé de faire évoluer les choses. La solidarité, l'entraide, ce sont toutes ces valeurs, et la démocratie directe. C'est-à-dire, on discute, on prend des décisions ensemble et on agit ensemble. Pas d'intermédiaire. Sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que quelque part, les syndicats sont devenus une sorte d'assistanat social, quoi. On va voir un syndicat comme on va voir un avocat ou comme on va voir Emmaüs quand on est dans la merde ou un truc comme ça. Ouais. C'est de l'assistanat social. Là, c'est pas du tout ça. Ce sont les gens qui se défendent par eux-mêmes. Ouais, donc voilà. Et ça, c'est le point fondamental. Voilà, c'était important de cette précision. Bon, Lucien, alors, dernier mot. Un dernier mot. Alors, je tiens à préciser que, contrairement à ce que j'ai pu lire dans la presse militante, chez les trotskistes ou je ne sais pas où, le mouvement qu'il y a eu à Mecacrom, ce n'est pas un mouvement qui est sorti de la cuisse de Jupiter. Hein. C'est parce que dans cette entreprise à Mecacrom Toulouse, il y a quand même depuis un certain temps des débrayages pour des choses qui nous sont imposées et il y a quand même des gens qui relèvent la tête. C'est pas né par hasard. Voilà. Merci Lucien. Voilà, vous étiez sur les 100.7 de Radio Association dans l'émission Libre Expression. Ce soir, je recevais Lucien, qui est un salarié de Mecacrom et qui ont fait une grève pratiquement de 2 mois. Merci messieurs d'être venus sur les 100.7 de Radio Asso.